Si je vous dis sondage, vous pensez peut-être à toutes ces enquêtes qui nous ont dit que Donald Trump ne sera pas le président des États-Unis, ou encore que François Fillon ne serait pas le candidat de la droite à l'issue des primaires. Ces différents revers des sondages nous amènent, vous comme moi, à douter fortement de la fiabilité de ces enquêtes. Et pourtant, la vente et l'achat de sondages, appelé le marché des études, est en pleine croissance en France depuis 1996, avec un chiffre d'affaires estimé en 2015 à plus de 2 milliards d'euros. D'où l'objet de ma thèse de sociologie, comprendre comment les sondages se vendent si bien alors que leur fiabilité n'est toujours pas garantie. Pour répondre à cette problématique, j'ai commencé par étudier les rapports d'activité des instituts de sondage. Et j'ai appris deux choses. Premièrement, que les sondages politiques qui retiennent tant notre attention ne représentent que 5% de leur chiffre d'affaires au plus. Deuxièmement, que près de 95% des enquêtes que réalisent les instituts de sondage portent sur des sujets marketing. Alors je me suis demandé pourquoi des marketeurs achètent de tels types d'enquêtes pour faire prospérer leur activité, alors que les sondages d'intention de vote démontrent que la fiabilité de ces enquêtes n'est toujours pas garantie. J'ai donc posé la question à 10 marketeurs en entreprise et à 10 sondeurs en institut. Mais pour vérifier les propos recueillis au cours des entretiens, puisque je pars de l'hypothèse que le commerce du sondage est un marché de dupes et qu'on ne me dira pas forcément tout en entretien, alors je me suis fait embaucher comme stagiaire dans un institut pendant 6 mois. À l'issue de ces deux terrains, entretien et observation participante, je suis parvenu à la conclusion suivante. La fiabilité des enquêtes réalisées par les instituts de sondage dépend essentiellement du budget mobilisé par le commanditaire. Plus il paye cher, plus l'institut réalise une enquête fiable. Tenez par exemple, le sociologue Pierre Bourdieu reproche aux sondeurs, entre autres, d'enfermer le répondant dans des catégories de réponses comme oui ou non. Mais ce que Bourdieu ne prend pas en compte, c'est qu'une question fermée coûte moins cher qu'une question ouverte, encore moins qu'un entretien. Ce n'est pas tout. Nous savons également que la taille de l'échantillon joue un rôle crucial dans la fiabilité d'un sondage. Vous savez, ces fameuses 1000 personnes que l'on nous dit représentatives des Français. Soit, mais pour autant, il est admis en statistique que le résultat d'un sondage mené par exemple auprès d'un échantillon de 10 000 personnes est plus proche de la réalité que celui mené auprès de 1000 personnes seulement. À entendre cela, vous vous demandez, mais pourquoi les instituts n'augmentent pas la taille de leur échantillon? Eh bien, sachez que chez les sondeurs, plus on interroge de personnes lors d'une enquête, plus elle coûte cher aux commanditaires. Voyez-vous, mesdames, messieurs, au final, partout, l'argent est le nerf de la guerre. Donc, désormais, avant d'apprécier un sondage, posez-vous d'abord la question, combien ça a coûté aux commanditaires? Ainsi, vous saurez ce qu'il vaut. Je vous remercie.